Allez, module numéro 12, les erreurs à ne pas commettre. Donc c'est très important de ne pas faire d'erreurs, j'en vois beaucoup. Pour vous dire, je travaille dans le secteur bancaire, j'ai bien des collègues qui racontent n'importe quoi, et pourtant ils ont une formation en finance, donc l'idée c'est de déconstruire les idées reçues, les erreurs, les habitus des gens qui ont dans la tête la psychologie de l'investisseur. C'est très important parce que c'est ça qui fait faire n'importe quoi ou qui grignote la rentabilité des investissements. Ah, par exemple, les gens boursicotent et sont pas formés. Ils y vont, ils disent bon bah j'ai de l'argent de côté, je vais investir dans la bourse, mais ils ne se forment pas auprès de gens qui ont une autorité par rapport à ce sujet. Donc, résultat, 8 personnes sur 10 perdent de l'argent. Bon, c'est ballot parce qu'en fait, si on est formé, on peut que gagner. Je trouve ça assez. Voilà, ça n'a pas de sens. Deuxième point, c'est ne pas avoir de stratégie claire et de définir son profil de risque. Euh, je vous ai fait 2 modules sur la stratégie et le risque. Voilà. Donc, avant d'investir, on fait une introspection de soi-même, on dit voilà, moi je veux un investissement peu risqué ou très risqué, et je me définis par exemple par rapport à l'échelle que je vous ai montrée de 1 à 7. Où est-ce que je me situe sur cette échelle? Et pareil pour la stratégie, moi je veux être actif sur les marchés, c'est-à-dire euh, dénicher l'action qui est pas très chère et qui va verser beaucoup de dividendes, verser des dividendes, ou bien, ça c'est le stock picking, ou bien une stratégie tranquille, ETF. J'achète un ETF et je laisse couler, et c'est pas moi qui va faire le choix des actions, c'est le gérant. Donc, définir sa stratégie et son risque. Suivre les tendances, les modes. Ah oui, j'ai entendu mon collègue du bureau dire que acheter cette action est tendance. Non, il n'y a pas de tendance. On se réfère au point numéro 2, stratégie et risque. Basta. Stratégie. Si votre stratégie est d'acheter une stratégie des dividendes de long terme, eh ben, si l'action en question elle rentre dans les critères, pourquoi pas? Ah oui, on n'est pas fermé et borné. Par contre, si elle ne coche pas les critères, ben non, même si elle est tendance. Voilà. Céder à la psychologie de l'investisseur, comportement moutonnier, ne pas suivre la masse. Les gens, euh, quand la bourse s'effondre, par exemple, ben, vendre. Non, vous êtes sur une stratégie long terme, pas perdu, pas vendu, pas gagné, pas perdu. Donc, non, vous ne vendez pas quand la bourse baisse. Vous ne regardez pas. Et justement, quand la bourse baisse, avec l'argent que vous avez de côté, si vous voulez, vous pouvez racheter en solde. C'est ça, en fait, le but du jeu. Ne pas suivre la tendance. Ne pas se diversifier. Par exemple, avoir très peu de lignes, avoir 1 ou 2 actions dans son portefeuille, ça c'est très risqué. Ou bien, mais le meilleur moyen de se diversifier, c'est l'ETF. L'ETF, en une action, vous achetez 40, 60, 100, 500 actions différentes, 500 entreprises, et là, vous êtes diversifié tranquille. Investir dans des entreprises qui ne vendent pas à l'international. Si l'entreprise fait son chiffre d'affaires au niveau national, vous prenez un énorme risque pays. Par exemple, la Grèce, en 2005, si vous achetez une entreprise qui fait tout son chiffre d'affaires en Grèce, bah, il y a de fortes chances que soit avec l'effondrement de la Grèce, elle disparaisse, ou le dividende ou le cours baisse. Tandis que si vous avez acheté une entreprise grecque, mais qui vend à l'international, là, c'est pas la même chose. C'est que même si le pays s'effondre, son chiffre d'affaires continue à tourner puisqu'il vient de l'étranger, il vient des États-Unis, il vient de la France, il vient de l'Europe, il vient d'Allemagne, il vient d'Asie. Donc vous n'avez pas ce risque, ce qu'on appelle un risque pays. Voilà. Donc
il faut que le chiffre d'affaires soit à l'international, un peu comme Total, LVMH, Coca-Cola. Toujours être dans l'attente du bon moment pour investir, ce qu'on appelle le timing market, timer le marché. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Qui avait prévu le Covid, qui avait prévu la guerre en Ukraine, qui avait prévu. Donc vous ne connaissez pas l'avenir, donc le meilleur moyen d'investir, c'est d'investir. D'investir et de dire de toute façon il y aura un crack, il y aura une guerre, il y aura quelque chose. Et le meilleur moyen de ne pas investir au plus bas, c'est ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Average. Par exemple, vous avez 5 000 euros, vous le faites sur 5 mois, 1000. Vous avez 10 000 euros, vous le faites sur 10 mois. Vous avez 7 000 euros, vous le faites sur 7 mois, etc. Comme ça, vous moyennez la tendance. Ne pas comprendre le business dans lequel on investit, ça c'est évident. J'achète une société, c'est Warren Buffett qui disait j'achète toujours des sociétés pour lesquelles j'investis, c'est pour ça qu'il n'avait pas investi dans les startups en 2000. Et donc, ils sont sortis avec la bulle qui a éclaté. Et ça c'est souvent dans des sociétés technologiques, on peut le faire, mais Facebook par exemple, on sait ce qu'ils font. C'est un réseau social. Et par exemple, vous avez des sociétés qui font du retargeting, de blablabla. On peut, mais voilà, c'est risqué. Ne jamais investir l'argent dont on a besoin. Et oui, parce que quand on a besoin d'argent qui est investi, et si par exemple on a sa voiture qui tombe en panne, on est obligé de vendre une partie de son PO ou de ses CTO, et si c'est dans une tendance baissière, on accuse des pertes. Donc, je vous l'ai expliqué dans un module précédent, on a toujours un peu de cash de côté sur un compte courant. Et le PEA et le compte titre, on n'y touche pas, même s'il nous arrive une galère. Bien sûr que si c'est une grosse galère, on voit un petit peu. Mais normalement, si vous avez bien fait les choses, c'est vous avez un peu de cash sur un compte courant et votre compte titre et votre PEA, vous le laissez sur 15-20 ans. Investir dans des sociétés qui peuvent être remplacées donc par une rupture technologique. Je prends l'exemple de Nokia. Qui a du Nokia? Plus personne. Donc en fait, Nokia a été remplacé par Samsung et l'iPhone. Donc voilà. Ce remplacement est plus difficile dans d'autres secteurs, par exemple la distribution, Carrefour ou Leclerc, ou bien des boissons, Coca-Cola, Fanta, ils sont là depuis que je suis né. Investir dans des entreprises mal gérées et les garder. Si vous savez qu'une entreprise est un canard boiteux, admettons vous avez 30 société dans votre portefeuille, il y en a une, elle ne verse plus des dividendes. Vous allez dans Google, vous voyez qu'elle est mal en point, parce que soit elle est remplacée technologiquement parlant, soit elle est mal gérée, etc. Vendez-la. Vaut mieux vendre une action et prendre ses pertes. En plus, une moins-value, elle est déductible pendant 10 ans, que de la garder et espérer qu'elle remonte. Non. Dans votre portefeuille, vous avez des sociétés bien gérées qui versent des dividendes. Basta. Si vous avez une stratégie des dividendes. Voilà. Si une entreprise arrête de verser des dividendes parce qu'elle est mal gérée, etc., voilà. Vendez-la, accusez les pertes et vous rachetez derrière une société bien gérée. Parce que sur le long terme, vous allez gagner. Acheter une entreprise en rapport avec l'État, ne jamais acheter une société en rapport avec l'État, exemple EDF. Pourquoi? Parce que l'État donne de très mauvais conseils et de très mauvais conseils au PDG de la société qui est sous tutelle. Donc vous allez avoir EDF est en faillite et nationalisé. Pourquoi? Parce que l'État lui a dit de faire des tarifs conventionnés, des tarifs administrés, qui n'avaient rien à voir avec un tarif commercial. Par exemple, ils vendaient, je dis une bêtise, le kilowattheure à 100, alors que leur coût d'exploitation est à 120. Vous ne pouvez pas gagner d'argent comme ça, c'est pas possible. Investir dans une société pour des raisons autres qu'économiques. J'aime bien cette société, j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien les Nike, j'aime bien les chaussures. Non. On a un rapport rationnel avec l'investissement. Est-ce qu'elle verse des dividendes? Est-ce qu'elle fait de l'argent? Basta.
la couleur des chaussures, le site internet, le branding, la marque, on s'en tape. C'est est-ce qu'elle verse des dividendes, est-ce qu'elle fait des résultats. Être trop actif sur les marchés, acheter et revendre, acheter et revendre, acheter et revendre. Non, on achète un titre et on le garde. C'est le fameux buy and hold. J'achète et je garde. Choisir une entreprise qui verse trop de dividendes, oui, parce que si elle verse trop de dividendes, elle ne garde pas assez pour elle, pour réinvestir, pour croître, etc. Et ça, c'est dans le payout ratio. Un bon payout ratio, c'est entre 40 et 60. Si vous avez un payout ratio qui est de 95 ou 90, ça veut dire qu'elle verse 95% des résultats nets aux actionnaires, et ça, c'est pas bon signe. La pire erreur et la plus répandue, c'est de dire voilà, moi j'achète du sans risque. Non, ça n'existe pas. Il y a toujours un risque. Même dans une société, qui est bien établie, même une société qui est là depuis 10 ans, il y a un risque. Il y a des sociétés allemandes qui viennent de fermer, et notamment par exemple une société qui était là depuis 1928, qui faisait du papier toilette. À cause de la crise du gaz et de ses coûts de production, elle a dû fermer. Donc il n'y a pas de sans risque. Et pareil, pour vous donner un autre exemple, des obligations d'État qui, selon les régulateurs, est sans risque. On a vu qu'avec la Grèce, ils ont dû couper dans les coupons parce qu'ils ont fait défaut. Et donc, pour vous donner un exemple, êtes-vous prêt? Vous préférez investir dans une obligation française qui est endettée à 120% ou du L'Oréal qui vend des bons produits dans le monde entier? Ben voilà, il n'y a pas photo. Donc, les portefeuilles dits moins risqués sont en fait investis dans des obligations d'État et en fait, c'est les produits les plus risqués. Donc, vous voyez que le régulateur peut vous induire en erreur. Et je le vois par exemple dans des collègues qui ont des plans épargne entreprise et qui disent non, moi j'ai décidé de mettre le moins risqué. Et en fait, le moins risqué, c'est 50% actions, 50% actions, 50% obligations. Et c'est quoi les obligations? C'est les obligations d'État. Et les obligations d'État, c'est ce qui est le plus risqué parce qu'en fait, ils sont hyper endettés. Donc, je préfère, moi, un portefeuille 100% actions et 100% de sociétés qui vendent des bons produits. Donc voilà, donc les 16 erreurs, si vous évitez tout ça, déjà vous êtes sur la bonne voie.